à vous, mesdames, messieurs. Tout un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle randonnée sur l'actualité sociopolitique. Proposition de loi modificatrice du code électoral actuellement en vigueur au Bénin. Plus les jours s'égrènent en vue de son étude en séance plénière, l'adrénaline monte un peu plus à la voix du citoyen lambda, des acteurs de la société civile et autres objecteurs de conscience plus que jamais préoccupés, s'ajoute désormais celle d'éminentes personnalités. Outre le président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, le professeur Sylvain Akines Sadekpedou et le constitutionnaliste Joël Aïvo mettront les pieds dans le plat en appelant à l'adoption d'un test plus consensuel et véritablement démocratique. À ces appels et plaintes dénonçant des tractations politiques en vue de l'adoption d'un test de loi exclusif, le Parlement, presque sur la défensive, se met en quarantaine en militarisant fortement tout son périmètre d'accès. Sous haute surveillance, le sujet pourrait être débattu dans les prochaines heures. Réforme du code électoral au Bénin, la 7e législature, désormais sur un brasier. Le débat, nous le ferons avec les acteurs politiques eux-mêmes, eux qui aiment à se jouer. À ma gauche, pour l'instant, débat, Irénée Agossa, c'est son nom, acteur politique. Il est le président du parti Le Nationaliste. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Ils sont heureux de vous savoir disponible pour cet instant débat. Les acteurs politiques à souffler le chaud et le froid, à mener les populations à être presque perdues sur l'essentiel. En face de lui, un autre acteur politique, Saliou Adamou, et son nom porte-flambeau d'une jeunesse qui se veut plus indépendante et consciente, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le président du parti PPS, avec nous donc pour ces 45 minutes de débat, parti du peuple souverain. Salut Adamou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. À quelques heures de la plénière devant sceller le sort de l'ancien code électoral, la pression monte. La tension, elle est plus que palpable. Irénée Agossa, pourquoi tant de pression sur les élus du peuple qui ont pourtant besoin de quiétude pour trancher sur un sujet qui comptera pour l'avenir de la nation? Oui, d'abord il faut dire que c'est la qualité du sujet. Si vous parlez du code électoral, c'est cette loi qui va déterminer les conditions dans lesquelles se dérouleront désormais les consultations électorales dans notre pays. Et vous savez que s'il y a des troubles dans les pays, souvent c'est à l'issue des élections, des protestations des élections. Donc un test pareil qui va régir les conditions dans lesquelles vous serez candidat, les conditions dans lesquelles vous irez aux élections, alors il faut que ce test intéresse tout le monde. Il faut que cela soit un test démocratique. Il faut que cela soit un test qui reflète l'image du pays. C'est pourquoi d'ailleurs tout le monde est intéressé à juste titre. Les députés ne sont pas sous pression, ils se sont mis sous pression. Ils se sont mis sous pression, d'autant plus qu'ils ont mis des choses dans ce test qui interpelle chacun de nous. Je l'ai cité au niveau de certain nombre de points. On reviendra sur ces points. Oui, Irénée Agossa. C'est clair qu'ils ont actuellement porté atteinte à la cohésion qui est la cohésion nationale en voulant voter une loi qui exclut une partie de la population, une loi qui prend pour principe de sélection l'argent. On y revient, Irénée Agossa. C'est important qu'on en parle dès le début et qu'ils sachent une loi qui cible certains, qui divise plus la population. Alors, et c'est eux-mêmes qui se sont mis en difficulté. S'ils ne se reprochent rien, ils ne se verront pas en situation de non-quiétude pour voter leur loi. Ils sont les représentants du peuple. En fait, ils doivent être fiers de ce qu'ils sont en train de faire si cela est en conformité avec le peuple. Saliou Adamou, oui, en conformité avec le peuple, c'est aussi cela la mission de l'élu du peuple, savoir écouter la voix du peuple et la transmettre. Et ceux-là, justement, qui ont fait ces options, disent la voix décidée en
parfaite symbiose avec leurs mandants. Et c'est bien là le paradoxe. Aujourd'hui, peut-on dire que ce sont les députés qui se mettent la pression ou on leur met la pression? Salut Adamou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, tout citoyen béninois a droit d'électeur et d'éligibilité. Et ce code électoral est en train de supprimer ce droit d'éligibilité à une grande partie du peuple béninois. Et les députés savent en leur âme et conscience qu'ils ont provoqué le peuple. Et quiconque provoque le peuple attire la colère du peuple. C'est dans cette logique que nous sommes actuellement, parce que le bloc, ou les députés du bloc de la majorité présidentielle sont conscients du mal qu'ils sont en train de semer dans la République. Et vous n'êtes pas sans savoir que qui sème du vent récolte la tempête, et qui sème du mal récoltera le mal, et qui sème la terreur récoltera la terreur, et qui sème la menace récoltera la menace. Oui, c'est bien beau, tous ces problèmes, c'est pour que vous tenez, salut à Damon. La situation actuelle est-elle réellement sous cet angle-là, ou le fait d'autres acteurs politiques qui seraient à tirer les ficelles dans l'ombre? Non, naturellement, parce que ce qui se passe dans le pays est grave. Est grave d'autant plus que ce code électoral qui est en cuisson, qui va être débattu demain, jeudi, à la plénière. Dans quelques heures, oui. Dans quelques heures. Un extrait de la lettre du professeur Aïvo Joël à l'endroit du président de l'Assemblée. Il dit, voter ce code dans l'État, c'est changer l'ADN de la Constitution, de notre Constitution. Mais nous allons très loin en disant, voter ce code électoral, c'est changer l'empreinte de notre Constitution. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'empreinte, elle est unique en son genre. Et lorsque nous parlons de l'empreinte digitale, et que nous prenons les vrais jumeaux qui ont la même séquence d'ADN et qui n'ont jamais la même empreinte digitale. Donc, changer l'empreinte de notre Constitution, c'est changer réellement la Constitution. Et nous n'allons pas accepter dans ces cas où il n'y a pas un débat inclusif. Et tous les débats qui se font aujourd'hui, ce sont des débats d'exclusion, surtout de la jeunesse et des femmes. Iridé Agussa, le débat de l'exclusion qu'on agite de plus en plus, les acteurs politiques n'en font-ils pas un peu de trop? Aujourd'hui, le sujet a été débattu déjà en commission, on connaît la tendance. C'est un travail qui se fera désormais en plénière. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun de faire confiance aux députés que de les mettre dans des situations au point où, pour se sentir dans une certaine sérénité, ils sont obligés d'en appeler à la militarisation de l'hémicycle? Je vous ai dit que les députés se sont mis eux-mêmes en difficulté et en insécurité, en étant en déphasage avec l'aspiration du peuple. Quand vous voulez diviser votre peuple, quand vous voulez créer une situation qui, dans un futur proche, augmente le risque d'affrontement dans le peuple, quand vous êtes en dehors du consensus qui a été réalisé au cours de la conférence nationale et qui a amené le peuple à être calme jusqu'aujourd'hui, il nous a permis d'avoir une alternance régulière au pouvoir. Quand vous menacez tout ça, quand vous menacez la cohésion nationale, alors vous avez des problèmes. Ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui met une pression sur eux, c'est eux-mêmes qui se sont mis une pression sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Écoutez, personne ne peut dire aujourd'hui, s'il est un bon citoyen, que ce test tient compte de l'aspiration du peuple. Vous ne pouvez pas dire que l'argent soit le critère de sélection dans un pays. Nulle part ça ne se fait. Donc pour sélectionner, pour changer un code ici et régler les problèmes que posait l'autre code, c'est qu'il faut dire qu'être candidat au Bénin,
il faut déposer 250 millions de francs CFA. Les arguments avancés par le président de la commission de la loi, ces derniers jours-ci, ne sont-ils pas suffisants pour apaiser? Quel argument? Il n'y en a pas pour qu'on puisse comprendre cela. Il n'y en a pas. Ça veut dire que nous sommes aussi inintelligents pour qu'on ne trouve pas d'autres critères. Il y en a un désordre. Il suffit seulement de chercher. Mais quand vous ne voulez pas innover, vous voulez, et vous avez déjà en tête quelque chose, vous avez ciblé des hommes que vous voulez exclure du processus. Vous avez ciblé sur l'exclusion d'hommes. Comment? Ils ont ciblé des hommes qui voulaient exclure. Ils parlent, eux, d'apurement de la liste électorale prochaine. J'ai en face de moi un jeune. Quand est-ce qu'ils auront 250 millions pour pouvoir postuler si un jeune veut postuler? Quand est-ce que la conviction d'un homme va pouvoir l'amener à postuler? La vision d'un homme pouvant gérer un État doit pouvoir l'amener à postuler. Donc ici, on dit, pour que tu postules, il faut que tu sois riche. Donc nous aurons désormais un pays des hommes d'affaires ou bien des lobbies qui vont soutenir des gens et nous aurons des groupuscules de mafieux qui vont prendre le pays en main. Et c'est ce qu'on avait dit entre-temps. Nous, on avait averti. Vous écoutez, en parlant de mafieux, c'est le combat désormais mené. Donc, plus de mafieux dans la République. Je vous dis que c'est sur ce terrain que nous sommes maintenant. Nous allons calmement, mais sûrement là. Quand vous posez l'argent comme critère de sélection dans un pays, c'est que vous êtes dans un système mafieux, un système d'influence qui va diriger les gens où vous êtes riche, ou bien vous avez un groupe de riches qui vous soutient pour que vous soyez au pouvoir et que vous défendez leurs intérêts. C'en est un. Mais d'autres, on dit que si quelqu'un, chef d'État, est candidat, il perd son statut de chef d'État. Mais où est-ce que vous entendez ça? On n'a pas ciblé les chefs d'État. Le quitus fiscal, ça veut dire quoi dans ce pays? On sait comment ça se passe dans les autres pays. On sait comment ça a été fait. Et pourquoi on amène tout ça? Il a fallu tout ça pour qu'eux soient au pouvoir? Mais ce n'est pas terminé. Voyons ce qu'ils sont en train de dire. Et eux-mêmes, ils ont de la peine. Ils ont de la peine maintenant à digérer ce qu'ils ont préparé. Ils l'ont déjà mangé, mais pour digérer, ils ont des problèmes. Ils ont d'énormes problèmes. Ils n'ont qu'à calmement se retirer. Dire que cette histoire est une fausse piste et commencer par écouter ce que le peuple veut. Si vous n'avez pas quelque chose de mieux à apporter par rapport à ce qui est là, vous vous taisez. Parce que vous ne pouvez pas faire une réforme qui aggrave la situation du pays, qui nous met encore dans une situation de risque élevé en ce qui concerne notre étape dans le temps. C'est grave ce qui se passe. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui que cela améliore la situation. Est-ce que ça règle le problème de la transhumance? Non. Est-ce que ça règle le problème de la corruption dans le pays? Non. Est-ce que ça règle le problème d'argent dans le pays? Non. Le chef d'État a dit que lui veut faire en sorte que l'argent ne soit plus l'élément capital. Aujourd'hui, c'est clair que c'est l'argent. Ensuite, la compétence n'est plus ce qu'il faut prendre en compte plutôt dans notre pays pour gérer. C'est l'argent. Mais c'est grave. Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? Et il faut exclure certains systématiquement. Mais ça veut dire quoi? C'est pas bien. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé petit à petit en excluant des gens, vous savez là où ils sont allés. Et là où ils en sont aujourd'hui, nous ne voulons pas ça pour notre pays. Et je pense qu'il y a un tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire va tenir compte de ceux qui sont en train de poser ces actes dans notre pays. Et ce qui est plus grave, c'est que depuis 90, les présidents d'assemblée qui ont géré l'assemblée depuis 90 sont tous là. Et une bonne partie de ceux-là ont été membres de la conférence nationale et qui aujourd'hui sont en train de bafouer le consensus qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui dans le pays. Ça nous étonne. Et c'est ça le véritable problème. Ils veulent déstructurer, ils veulent déstructurer carrément notre processus. Irénée Agossa, le constitutionnaliste Joël Aïvo a alors décidé de s'adresser à eux. Mais la démarche, ça a été une lettre ouverte, donc rendue publique. Saliou Adamou, la démarche, elle est-elle, est-ce qu'elle intervient à un moment plus opportun? Serait-elle la voie la plus appropriée pour s'adresser à des personnes qui sont appelées à jouer un rôle plus que délicat? N'aurait-il pas mieux fait que d'aller à une rencontre avec eux, que de rendre public un courrier éminemment brûlant comme celui-là? Nous sommes en phase avec le professeur Joël Aïvo par rapport
à sa lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, c'est un moyen aussi parmi tant d'autres qui pourrait nous aider à atteindre l'objectif. Et pourquoi ce moyen, justement? Parce que les présidents, que ce soit le président en exercice et les autres, tous sont toujours accessibles. N'aurait-il pas été plus élégant que d'aller à leur rencontre, que d'envoyer un courrier rendu ensuite public? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Peut-être qu'il a mené toutes ces démarches pour rencontrer le président de l'Assemblée, que ça n'a pas marché. Je n'en sais rien pour le moment, mais nous pensons que le moyen par lequel il a pris, c'est un bon moyen. Et vous étiez en train de parler tout à l'heure de la militarisation et de l'Assemblée nationale. Et les députés un peu trop perdus par rapport à la situation, face à la pression de plus en plus intenable, étaient obligés de recourir à ce moyen pour pouvoir travailler en toute quiétude. Non, les députés du bloc de la majorité présidentielle se sont attirés la colère du peuple. Et ils se sont dit que faut-il faire pour ne pas subir cette colère. Et c'est pour ne pas subir cette colère du peuple qu'ils ont pris la résolution de militariser toutes les ruelles, de militariser toutes les rues menant vers l'esplanade de l'Assemblée nationale et les contours de l'Assemblée nationale. On dit souvent qui se sent mauvais se mouche. Donc ces députés, dans la logique, se reprochent quelque chose. Et c'est ce que nous continuons de dire aux uns et aux autres. Nous continuons d'opiner afin que le peuple sache ce qui se passe. Aujourd'hui, le peuple est bien informé. Parce que ce qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire hier avec le peuple, à leur expliquer dans leur langue locale, nous en avons fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous allez constater cette fièvre de la jeunesse béninoise en train de prendre les taureaux par les cornes. Si nous irons en profondeur, vous prenez le nouveau code électoral, au niveau de l'article 272, ils ont parlé en fait du cautionnement à verser par titulaire aux élections législatives. Les fois passées, nous parlons de 200 millions. Mais l'article 12 dit le montant du cautionnement à verser par titulaire aux élections législatives est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Et le montant maximum autorisé pour la campagne électorale, c'est 30 millions. Et 10%, 30 millions, ça fait 3 millions. Ça veut dire que chaque titulaire versera 3 millions. Et lorsque vous faites les 3 millions, fois les 83 titulaires, ça fait 249 millions au lieu de 200 millions. Les gens n'ont pas encore cette information. Donc cela veut dire que la prochaine mandature sera celle des nantis, des plus nantis, d'où l'exclusion systématique des jeunes et des femmes. Or, ce sont les députés eux-mêmes qui avaient voulu faire une révision déguisée de notre Constitution en proposant une loi allant vers la promotion de la femme. Quel paradoxe! Oui, quand vous parlez d'exclusion de la jeunesse, on pourrait peut-être comprendre, mais vous parlez d'exclusion de la femme. Vous avez fait des statistiques qui prouvent que les plus nantis de la République sont des hommes? Non, monsieur le journaliste. Oui, mais quand vous dites vous savez, ceux qui sont les plus nantis de la République, on les connaît. On les connaît. S'il y en a des femmes, peut-être elles ne sont pas à ce niveau. Pour déjà payer 249 millions pour une liste ou 250 millions pour être candidate à l'élection présidentielle, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, nous voulons attirer l'attention des députés sur l'exclusion. Parce que nous avons eu la chance de parcourir un peu les pays de la sous-région. Et le niveau auquel les choses sont en train d'être faites dans notre pays aujourd'hui, ce n'était pas à ce niveau dans ces pays lorsque la révolte populaire a commencé. Nous avons déjà dépassé ce niveau, cette étape. Le bon Dieu n'aime pas seulement le Bénin. Il aime tous les pays du monde entier.
Parce que de l'exclusion naissent les frustrations. Et des frustrations naît la révolte populaire. Et de la révolte populaire naissent les troubles sociaux. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour notre pays. Quand les acteurs politiques parlent en ces thèmes, Irénée Agossa, est-ce que c'est vraiment heureux? Le débat aujourd'hui est-il déjà à ce niveau où il faut craindre le pire pour le Bénin? Ah oui, il faut craindre le pire pour le Bénin parce que d'abord, en parlant de l'exclusion des femmes tout à l'heure, vous avez posé la question à... S'il dispose de baromètre. Il dispose bien sûr de baromètre. Si vous prenez les statistiques au Bénin, la couche la plus vulnérable, c'est la couche féminine. Vous avez cette couche qui n'est pas assez scolarisée, cette couche qui subit tout ce qu'il y a comme problème, et impact de la pauvreté dans nos villages et dans nos villes. Donc en fait, quand nous parlons de l'exclusion, évidemment, c'est l'exclusion des pauvres et des couches moyennes. Donc, et quand on parle de l'exclusion des pauvres, en tenant compte du taux de chômage dans le pays, c'est que vous voyez que les jeunes sont exclus. Les jeunes sont exclus et en même temps, parlant de la pauvreté et en voyant le niveau d'activité de ces femmes, on dit que les femmes aussi sont exclues. Donc, ça, c'est une exclusion claire de la jeunesse, de la femme, des couches moyennes et on prend en compte que les nantis. Donc, et c'est pourquoi le député du BMP qui veut remettre en cause les ambitions légitimes du départ à la promotion de la femme, comme le dit votre vis-à-vis? Absolument, absolument, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'ils avaient même cette ambition? Ils n'avaient pas cette ambition. Je vous avais dit ici que s'ils avaient l'ambition de mettre d'abord sur leur liste les femmes en tant que tête de liste, je vous avais dit ça une fois ici, pour dire qu'ils n'ont pas d'ambition. Ils prennent par là juste pour pouvoir bluffer l'électorat. Leur ambition est ailleurs et ça se découvre aujourd'hui. C'est de faire quoi? C'est de privatiser notre démocratie. C'est de privatiser notre démocratie. Le concept existe, privatiser la démocratie. Il veut privatiser notre démocratie. C'est-à-dire instaurer des lois qui prennent en compte que leurs désirs. Donc, ils vont instaurer une dictature par la loi. Et ça, c'est la pire des dictatures. Donc, c'est ça ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Donc, ils veulent faire de notre pays une démocratie qui est à leur goût et qui leur permet, eux, de se pérenniser au pouvoir et de détruire tout ce qu'il y a comme cohésion au sein de notre société. C'est ça ce qu'ils veulent faire à partir de ce code électoral. Qu'est-ce que les élus du peuple gailleront dans cette option? Puisqu'il est question aussi de gouverner pour un peuple, Irénée Agossa. Ils l'ont dit qu'ils sont le prolongement de l'exécutif. Ils l'ont dit, c'est eux-mêmes qui sont venus. Le député Habib Bola et autres, les Kassa et autres sont venus dire qu'ils sont le prolongement de l'exécutif. Eux, ils ne savent pas qu'ils sont envoyés là-bas et pour être aussi contre-pouvoir. Non, ce n'est pas ça leur ambition. Leur ambition, c'est de faire ce que l'exécutif veut. Ils l'ont dit clairement. C'est pour dire que ceux-là ont une autre ambition et ont oublié carrément leur mission parlementaire. Leur mission parlementaire étant de côté, alors ils se braquent contre le peuple et ils sont devenus alors des gens qui ont peur du peuple qui les a envoyés là-bas. Or, c'est ceux-là qui doivent être à l'écoute du peuple et permettre à ce que les ambitions du peuple, les aspirations du Sud soient prises en compte par l'exécutif. C'est la situation dans laquelle nous sommes est une situation grave. Il faut alarmer. Il faut que tout le monde s'intéresse à la chose. Et ce qui est grave aujourd'hui encore, c'est qu'une certaine presse, porte flanc, bien sûr, à ce qui se passe, en disant que c'est pour apporter des réformes positives. Cette réforme-là est positive. Cette réforme qui est sélective de cette manière est positive. Il faut que tout le monde soit conscient de ce qui se passe. C'est pourquoi d'ailleurs, la méthode utilisée par le procès Aïvo est la plus indiquée. Le tribunal de l'histoire retiendra qu'il a eu un écrit. S'il rencontrait simplement ceux-là, qui va retenir ça? Vous avez l'écrit. Et tous ceux qui sont en train d'intervenir aujourd'hui, nous sur notre page, d'autres, etc., le tribunal de l'histoire retiendra qu'il y a eu des hommes, des femmes de ce pays qui ont dit non, des jeunes et autres qui ont dit non. Et c'est pas fini. S'ils insistent jusqu'à adopter cette loi, et que cette loi soit promulguée, ils seront tous responsables de ce qui va découler de l'adoption et de la mise en œuvre de cette loi. C'est pour ça que nous ne voulons pas que ça aille jusqu'à ce point. Et cette émission est bienvenue. Qu'ils nous écoutent et qu'ils sachent que si vous ne voulez pas apporter quelque chose de mieux dans une réforme, on se calme.
Ça montre l'incapacité de la majorité, de la majorité parlementaire à innover et corriger les imperfections de notre processus. Ironie Agossa, vous êtes acteur politique. Saliou Adamou, pareil. Aujourd'hui, le débat se fait, comme vous le constatez, nos téléspectateurs avec, par médias. Mais quelles ont été les démarches que vous avez entreprises entre-temps pour rencontrer vos pairs, acteurs politiques comme vous, qui portent ce projet que d'aucuns qualifient à forte déflagration. Voilà. Monsieur le journaliste, permettez-moi de ne pas dévoiler toutes nos stratégies. Des rencontres, il y en a eu? Naturellement. Des rencontres tous les jours que Dieu fait, on nous rencontre. Et vous dites quoi alors? Des stratégies sont en train d'être peaufinées et vous aurez les résultats d'ici là. Ironie Agossa, des démarches, vous en avez aussi mené? Mais écoute, nous avons les collègues journalistes ou bien même députés qui sont de l'autre côté que nous connaissons. Vous oubliez que les députés d'aujourd'hui qui sont en train de crier derrière le président Talon, ils ont été élus sur une liste FCBE entre-temps. Donc on se croise, on se voit. Et vous Dans dites nos quoi? salons, Vous dites quoi? dans nos salons privés, etc. On se rencontre chez eux, on se discute. Et quand vous dites que c'est un test exclusif, qu'est-ce qu'il vous répond? Le drame est que, oui. Je vais vous raconter quelque chose, que des députés n'ont pas lu ce test. C'est un drame. Non, on ne les insulte pas sur ce plateau. Le plateau n'est pas fait pour ça. Les députés, on les a suivis, en tout cas quelques-uns, en train de démontrer la portée du document. Ils m'écoutent. J'ai la preuve. Il y a des députés qui n'ont même pas lu le test. Bon, il y en a qui n'ont pas lu. Ils n'ont même pas lu. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Quelques-uns, j'imagine. Et quand tu leur expliques même le fondement du test, ils se posent la question, mais c'est sûr que c'est le test là. C'est ce type de députés que nous avons. Et je me pose la question si, en fait, c'est la fin de leur mandat qui les énerve. Je me pose la question si, en réalité, ceux-là, ils ne veulent pas faire, après moi, le déluge. Sinon, rien n'explique ce comportement. Aucune rationalité humaine n'arrive à expliquer ce qu'ils sont en train d'avoir comme comportement. Aucune rationalité. Qu'elle soit politique, économique, sociale, personne n'arrive à comprendre. Et ce qui peut peut-être les excuser, nous permettre de les excuser un peu, c'est que peut-être ils sont en perte de vitesse. Et comme ils sont en perte de vitesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la zizanie partout. Ils n'ont pas réussi face à Talon à satisfaire leur promesse, c'est-à-dire la révision de la Constitution. Et maintenant, ils veulent aller plus loin. Il faut voter un code électoral pour qu'enfin, le président dise « Bravo, vous avez fait un travail ». Parce qu'ils ont échoué partout. Ils n'ont pas pu réviser la Constitution 2 fois de suite. Ils ont proposé le référendum. Le chef d'État a vu que ça ne marche pas, que c'est des démagogues. Ils ne peuvent pas réussir. Ils ont fui. Maintenant, ils ont dit, je pense que c'est ça. Ils veulent montrer par ce code électoral qui est décrié par leur propre conscience. Décrié par leur propre conscience. Vous en avez eu la preuve décrié par leur propre conscience. Je dis décrié par leur propre conscience. Ils veulent passer par ce code électoral et se faire estimer. C'est faux, ça ne marchera pas. Ce qui serait mieux pour eux et qu'ils doivent comprendre, c'est clair que cela ne marche pas, ça n'a pas marché dans les autres pays et nulle part ça n'a marché sur la base de ces critères. Il ne faut pas cibler des gens, il ne faut pas personnaliser les lois, il ne faut pas oublier notre identité politique dans le pays. Nous avons une identité politique. Il ne faut pas créer une guerre politique stérile qui n'apporte rien au pays. Il ne faut pas créer une division dans les couches sociales pour croire qu'on est en train d'évoluer. Ça apporte à quoi? Rien du tout. Donc, ils peuvent encore arrêter la machine et penser à autre chose. Et mieux, ça serait pour eux s'ils le font très tôt. Parce que s'ils persistent, ils évoluent, je vous ai dit, l'histoire, le tribunal de l'histoire les prendra en compte et n'a jamais raté ceux qui, en fait, ont torpillé le cours de l'histoire. En tout cas, pour l'histoire, Joël Aïvo, je le cite, dit ceci: si ce code est adopté en l'état, la mise en œuvre de certaines de ces dispositions aura vidé le consensus du PLM Alédio de son contenu, et exposerait durablement le pays à des turbulences et déclassera indubitablement notre
démocratie. Je m'en arrête là. Trop de consensus. Salut Adamon, ne tue-t-il pas le consensus? Non, parce que on a un langage chez nous. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc, nous sommes en phase avec les écrits du professeur Ivor Joël, parce que nous passons par ce canal pour le remercier davantage, parce qu'il a été éclairé. Et nous demandons à tout un chacun de nous de faire ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible pour être dans la même logique que le professeur Joël Ivor, que nous respectons beaucoup. L'extrait que vous venez de citer, nous sommes en phase avec cet extrait-là. Mais il y a un autre extrait où je cite, il dit « Ce qui m'inquiète le plus au-delà de notre pays, c'est la prolifération des lois personnelles. » Et il dit des lois drones. Et des lois drones fabriquées pour porter des roquettes et des missiles programmés pour frapper des personnes que l'on connaît aisément. Oui. Le professeur Joël Ivor a baissé l'abcès. Ce qui se passe réellement, ce qui se trame réellement dans le pays, c'est ça en quelques mots. Le professeur Ivor Joël l'a dit. Et nous allons porter haut ces messages-là pour que les députés qui sont les représentants du peuple puissent nous écouter davantage. Parce qu'il y a un aspect que nous sommes en train de vouloir laisser. Lequel? Il y a le code électoral et la charte des partis vont de pair. C'est ce que les uns et les autres ne comprennent pas. Parce qu'on ne peut pas mettre en exécution la charte des partis politiques sans le code électoral. Donc les deux vont de pair. Et lorsque vous allez dans la charte des partis politiques, il y a quelque part où il nous parle de la réactualisation des partis politiques. Les gens n'ont pas encore compris ce qui est en train d'être fabriqué pour déstabiliser le pays. Nous pesons très bien nos mots. Qu'est-ce qui est en train d'être fabriqué? Merci beaucoup. Nous avons des partis politiques officiellement enregistrés dans notre pays. Et il nous parle de la réactualisation de ces partis politiques. Et pour les réactualiser, il faut au minimum 11 150 000 pour réactualiser un seul parti politique. Vous sortez les chiffres en tout? 11 millions. Il nous faut 15 par commune. Les 77 communes, ça fait 1155 dossiers. Et si vous sortez 10 000 francs qui ne vont même pas suffire, minimum, par dossier, et que vous faites les 10 000 fois 1155, vous êtes au-delà des 11 millions. Vous voyez, pour réactualiser un parti. Et si jamais nous acceptons cela, monsieur le journaliste, ils viendront nous dire qu'il faut réactualiser notre diplôme de bac. Non, en ajoutant. Non, parce que c'est exactement ce qui se passe. Vous avez déjà le récépissé déclaré au journal officiel, on vous dit de les réactualiser. Demain, ils viendront nous dire il y a tellement de bacheliers dans le pays, il y a tellement de chômeurs, il y a tellement des étudiants, alors il faut réactualiser le bac. Et réactualiser le bac en ajoutant un certain nombre de matières pouvant valider réellement votre diplôme de bac. Et raison pour laquelle nous attirons l'attention des uns et des autres. C'est vrai que nous ne critiquons pas pour critiquer. Nous avons des propositions. Oui, on a entendu écouter votre proposition, mais est-ce que la jeunesse, là, n'exagère pas un peu? Non, vous savez, quand vous posez des actes qui détruisent la confiance, et vous détruisez la confiance, vous suscitez l'imagination de l'autre côté, parce que quand vous n'avez plus de limites dans vos comportements, les gens imaginent tout ce qui peut arriver, parce qu'ils mettent en même temps des barricades pour se dire qu'on ne sait pas s'ils peuvent aller jusque-là. D'autres m'ont dit, moi, en ville, la réforme finira par nous dire de revoir
nos épouses, de revoir carrément les critères de mariage, etc. Et est-ce qu'on ne viendra pas remettre en cause nos enfants, etc. Il y a des tas de choses. Vous avez eu Justin Boule aller dans la ville. Les gens se disent, mais cette réforme nous amènera où? Quand on dit que le chef d'un ancien président va perdre son statut, les gens se disent, ben, ça veut dire qu'un magistrat, dans très peu de temps, peut dire que s'il est tel, il perdra son statut de magistrat. Les trucs sont partout, ça va dans tous les sens. On appelle tout réforme maintenant. Même si on te gifle à gauche, à droite, on dit c'est une réforme. Donc, et quand ça va dans tous les sens, il y a toute l'imagination qui suit. Donc, ce n'est pas une exagération, c'est au niveau surtout du comportement et de la manière dont on gère les réformes. La réforme qui n'apporte pas une amélioration, c'est une réforme à abandonner. Une réforme qui n'apporte pas une amélioration, c'est une réforme à abandonner. Et quand vous n'avez pas la capacité d'innover dans un secteur, vous vous apaisez. Ou bien vous écoutez, vous collectez ce qu'on a fait dans le domaine et vous pouvez faire une synthèse. Et on ne force pas les réformes. Les réformes aussi, ça doit être la suite de l'aspiration du peuple. C'est ce que le peuple veut. On va dans son sens et on réforme pour que ça aille mieux. Parce que les réformes doivent être accompagnées. Dites-vous, qui peut accompagner cette loi si ce n'est pas que, je dis cette députée, apparemment. Parce que je vous avertis, quand ça ira mal, prenez date. Ils vont venir ici, ces mêmes députés que vous êtes en train de voir, pour vous dire, je ne savais pas, on nous avait contraints, j'avais dit non, comme certains ont dit ici, au lendemain de la conférence nationale sur le PRPB. Je ne sais pas si vous étiez encore vous êtes peut-être très jeune. L'histoire est là. Donc l'histoire est là, oui, vous allez voir sur le PRPB. Si vous avez, il y a des parties très importantes, des déclarations des anciens barons du PRPB. Par rapport à Kérékou, je lui avais dit non, il ne fallait pas le faire, etc. Oh, ils étaient les piliers du système. C'est pour vous dire que ceux-là même, qui savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, ceux-là, ils doivent reprendre, je dis plusieurs fois, ils doivent reprendre le processus de validation de leur conscience. Ils doivent reprendre ça et dire ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Il faut qu'on change. Salif Damon, porte-flambeau de la jeunesse, vous dites avoir des propositions pour éviter de découvrir un beau matin le Bénin dans un engrenage infernal. Évidemment. Nous sommes dans un rôle de sagesse si réellement ceux qui devaient l'avoir l'ont supprimé. Parce que s'il y a des propositions allant dans le sens du consensus démocratique, je pense que tout ce qui est en train d'être tramé aujourd'hui contre le peuple, nous ne sommes pas en train de le décrier. Nous parlons aujourd'hui de la promotion de la femme, de la promotion de la jeunesse. Nous proposons que dans ce code électoral, il puisse exiger 30% des femmes, 40% de jeunes sur une liste qui, naturellement, va se présenter aux élections législatives. Et qu'avant cette liste ne soit validée, qu'on puisse vérifier les 30% de femmes et les 40% de jeunes. C'est une proposition. Là, nous saurons que les députés ne sont pas des collaborateurs du régime en place, mais des défenseurs du peuple. Et la question de la caution? La question de la caution, une chose est sûre et certaine, que ces députés vont revoir cela. Vous avez la certitude? Naturellement, parce que si jusqu'à aujourd'hui, ce code n'a pas encore été révisé et qu'on reporte cela de jour en jour, je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose. Nous pensons très bien, positivement. Nous ne voulons pas aller dans la négation, non. Et nous, en tant que jeunes, nous devons montrer ce qu'on appelle la morale, l'éthique dans la politique. Parce que lorsque moi j'étais à Paris, j'ai échangé avec des jeunes politiques. Et vous allez constater
que là-bas, des cadres politiques ne sont pas comme les cadres politiques que nous avons dans ce pays. C'est des gens d'ambition, c'est des gens de conviction, c'est des gens qui ne suivent, c'est des gens qui ne font pas le mimétisme gratuit, mais c'est des gens qui ont une conviction pour le développement de leur pays. Et ça, naturellement, les jeunes les copient. Mais ici, nous, avec la posture de nos aînés politiques, ne pouvons pas copier cette posture. Mais l'ambition, la conviction, encore possible de l'avoir avec la 7e législature pour espérer une sortie plutôt heureuse pour ceux qui, quand même, pendant longtemps, vous l'avez dit, depuis 90 pour certains, ont toujours été en pole position pour les décisions qui impacteront la vie de toute la nation. Dans tous les cas, si ce code est voté en l'état, je crois qu'il y aura plus d'ambition, de conviction, de développement pour notre pays. Nous serons dans un système de décadence totale. Si ce code est voté en l'état. Et nous avons déjà dit que nous allons combattre ce code s'il était voté en l'état. On va le combattre du début jusqu'à la fin, car on sait que ce n'est pas une bonne voie pour notre pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous demandons à tous les intellectuels, tous ceux qui ont la capacité d'analyser, comme le doyen Akindes, que j'ai rencontré plusieurs fois, on a discuté, et c'est des valeurs, qui a parlé, comme le professeur Joël Ayevo, le président Soglo, tout le monde n'a qu'à se lancer dans le système pour opiner, dire ce qu'il pense. Tout le monde, personne ne doit se cacher. Le constitutionnaliste, le doyen Maurice Aranzo, tout le monde, le procès d'Etienne, tout le monde n'a qu'à se lever. C'est le moment. Moi, je quitte ici, je vais à une réunion d'ailleurs pour ça. Il faut qu'on parle partout, dans nos maisons, dans les lieux de travail, partout. Il faut que ça soit un débat clair, qu'on montre que ça ne va pas. Et nous avons fait une proposition au chef de l'État. Le président Kérkou l'a toujours fait. Au chef de l'État. Au chef de l'État. Il est directement lié par ce qui se joue. Il est le garant de notre Constitution. Et quand il y aura des troubles, ce n'est pas les députés du Parlement. C'est lui qui serait responsable. Il doit inviter la minorité parlementaire et toutes les forces politiques de l'opposition et les écouter. Ce n'est pas seulement sa majorité qui a raison. C'est faux. Il ne gère pas le pays seulement pour la majorité. Il gère le pays qui est constitué de sa majorité, d'une minorité et d'une opposition. Il ne prend pas l'ensemble comme le fait le président Humbedji pour amener majorité. Non, il prend les députés de la minorité et toutes les forces politiques de l'opposition et les écouter. Et ça serait une bonne démarche. Ça lui permettra de comprendre ce qui se passe, d'aller vers un code consensuel, d'aller vers une conservation, consolidation de notre unité nationale. Ça, c'est capital. Nous avons déjà dit même ici que les propositions existent. Nous, on a parlé de ce code-là depuis 2000. Tout à fait. Nous avons déjà dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre le critère d'argent. Si vous prenez ce que nous avons dit en tant que le coefficient administratif parlementaire, le coefficient institutionnel parlementaire, vous avez un code qui est basé... Les archives sont là et vous avez un code qui est du basé... combat que vous avez mené en son temps. Un code qui est basé sur l'excellence. Sur l'excellence et la compétence au sein des partis. Ils pourront se l'approprier. Salut Adamo, vous avez l'impression, comme Irénée Agossa, que le chef n'a d'oreille que pour un pan de la population? Bien évidemment. Parce que lui-même, il a dit, et lorsqu'il parle, il dit ma majorité. Et je me rappelle, lorsqu'il était dans une interview, il disait je vais financer mes députés. J'ai gardé cette expression. Pour un chef d'État, ces expressions ne doivent pas sortir de sa bouche. Parce que le chef d'État est le père de la nation. Les désœuvrés, les délabrés, les sans-abri, les pauvres, les femmes, la jeunesse, tout le monde. Si vous devez conclure, 30 secondes. Si nous devons conclure, nous irons vers la Cour constitutionnelle. La Cour est attendue pour déclarer
non conformes à la Constitution, les lois votées ces derniers jours à l'Assemblée nationale et qui violent violemment notre Constitution. Il le faut car le contraire pourrait basculer le Bénin en erreur. Salut Adamo, merci René Agossa, 15 secondes. Oui, 15 secondes, je dirais que nous avons en face de nous une épreuve de foi. Il faut désormais croire en notre capacité de résistance. Moi, j'appelle le peuple à la résistance, les intellectuels à la résistance, tout le monde à la résistance, et faire en sorte qu'on n'aille pas vers là où on est en train d'aller. Et je profite de l'occasion pour remercier déjà tous les intellectuels, Joël Ayevor et autres, qui déjà se sont lancés dans le combat. C'est un combat de foi. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont en train de mettre à l'épreuve notre foi, notre conviction pour notre nation. Et nous devons nous engager pour réussir à les combattre à travers cette résistance. Merci René Agossa, merci à vous. Salut Adamo, mesdames, messieurs. 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est terminé. Nous apprécierons ce qui se jouera à l'Assemblée nationale et ensuite nous vous reviendrons pour un plateau conséquent. Cette citation d'Abraham Lincoln, l'ancien chef d'État américain, pour fausser compagnie. Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protection. Et d'un homme, il fait alors un lâche. Sachez donc prendre la parole quand le besoin se fait sentir. Quant à nous, nous poursuivons l'aventure, toujours avec la même disponibilité. À très bientôt. Au revoir.